mettre, mon fichier est un Geniali. Je vais vous mettre dans le chat le lien, comme ça vous pouvez également aller le voir en direct. Merci. Voilà, alors merci, c'est moi qui va commencer. Nous nous réjouissons d'être là et de partager nos réflexions avec vous. Dans cette présentation, nous allons parler de la plateforme numérique qui est liée aux moyens d'enseignement d'allemand, Der Grüne Max et Junior, destinée, donc on peut passer à la dia suivante, destinée aux élèves de l'école primaire âgés de 8 à 12 ans, donc ça correspond à 5-8 Armans. Et donc l'allemand qui est enseigné en Suisse romande comme la première langue étrangère. Et depuis la mise en place de ces manuels à l'école primaire, cette plateforme numérique de Klett Langenscheidt a été mise à disposition des enseignants pour être intégrée en classe, vu comme un dispositif de médiatisation de l'activité d'apprentissage de la langue. Dans cette présentation, nous allons évoquer quelques caractéristiques de la plateforme. Nous allons parler de l'interactivité des exercices, quelles compétences en langue et aussi compétences numériques la plateforme propose de développer, aussi les possibilités de son intégration en classe, quelques potentialités que nous voyons, mais aussi quelques limites. Et nous terminons par les perspectives pour la formation des enseignants. Alors, caractéristiques de la plateforme. Donc là, vous voyez un exemple pour une classe de 6P. La plateforme prend la forme d'une représentation cartographique de la Suisse pour une meilleure prise en compte de l'espace géographique dans lequel évoluent les élèves. Les élèves vont faire un parcours. Les exercices sont numérotés selon le cahier d'élèves. Il y a des jeux, Spiele, il y a des exercices pour auto-évaluer ses compétences, meine Stärken, il y a pour réviser le vocabulaire, meine Werte, pour apprendre un peu sur la culture almanique, suisse almanique, etc., Kunterbuntes. Donc, le site propose de développer les compétences en langue et numérique. Ici, vous avez le QR code pour le manuel 6H, mais il existe bien évidemment le manuel 5H également, ainsi que 7 et 8H. Alors, nous avons décidé, dans l'angle d'analyse de cette plateforme, de vous parler brièvement des compétences numériques des élèves qui seront mobilisés, mais également celles des enseignants. Vient de sortir au mois de juillet de cette année le nouveau PER éducation numérique qui va prendre une place aussi importante que les langues ou les mathématiques ou les sciences dans le plan d'études roman, à savoir ça va devenir une discipline qui s'appelle éducation numérique / sciences informatiques. Et elle se présente sous la forme de 3 domaines, donc la science informatique, les médias, donc l'éducation aux médias en elle-même, ainsi que les usages de tous ces objets par rapport à la formation, à l'enseignement et aux apprentissages. Donc l'éducation numérique, c'est des compétences médiatiques. Donc par exemple, quand on prend la plateforme d'apprentissage des langues, c'est l'analyse d'une image et puis pour pouvoir en parler, pour faire parler l'élève. La science informatique, ce n'est pas uniquement de la programmation. Un algorithme, c'est par exemple la composition d'une phrase en allemand avec les mots placés au bon endroit. C'est également de l'algorithme, donc on touche à la science informatique. Et puis l'usage ici, c'est typiquement savoir se connecter à la plateforme, accéder au bon exercice, ça c'est pour l'élève. Mais pour l'enseignant, c'est également savoir le mettre en scène dans le scénario du cours et donner les bons accès aux élèves. Donc, grâce à cette plateforme, en tout cas en allemand, en anglais, les compétences numériques peuvent être largement mobilisées. Alors, quand on parle de médiatisation de l'apprentissage, j'ai repris, pour vous donner juste une brève définition, une définition de Peraya en 1999, qui disait que par médiatisation, on entend
enseigner en utilisant un médium. Ici, ça peut être un document, une image, un texte, une illustration, en utilisant un média, et le média, c'est la plateforme. Donc, c'est ça qu'on entend par médiatisation. Et les processus sous-jacents, il y a tout d'abord Bram 2016 qui l'évoque, le traitement cognitif par les élèves de ce qu'apporte la plateforme. Et ici, ça touche au canal auditif ou au canal visuel en fonction des différentes activités proposées. Il y a également non, ça c'est Slavka. Il y a les mobilisations, donc les plus 2 et 3, Slavka prendra la parole après. En plus 4, il y a la mobilisation des savoir-faire technologiques. Cliquer au bon endroit pour pouvoir ensuite répondre, ça veut dire utiliser son clavier, utiliser son ordinateur, se connecter via Internet. Donc, il y a tous les savoir-faire technologiques, mais il y a également les savoir-faire éthiques. À partir du moment où je suis sur une plateforme, je ne dis pas n'importe quoi, je n'enregistre pas n'importe comment, je ne peux pas me permettre de critiquer si j'ai un accès à un document d'un père. Et puis, le numérique, c'est un support, c'est une ressource également. Donc, je dois savoir chercher dans la ressource et c'est un environnement d'apprentissage dans lequel l'enfant est enfermé. Donc, l'enseignant doit savoir mettre en scène cet environnement fermé en donnant les bonnes pistes, les bonnes clés à l'élève pour qu'il puisse naviguer dans cet environnement. Et puis, cela permet en même temps, vu que c'est transversal, un développement d'autres compétences. Du côté langagier, quand on dit l'interactivité, un des éléments qui entre en jeu lorsqu'on souhaite apprendre une langue, c'est la présence ou absence d'un contexte de communication. Et puis, on voit dans la plateforme que ce contexte de communication peut être déduit par certaines activités, par exemple, lors d'un appel téléphonique entre 2 personnes, 2 membres de la famille qui discutent des courses à faire. Donc là, même si l'élève ne comprend pas tout, mais il peut s'accrocher au contexte qui est plus ou moins clair, alors que dans d'autres activités, ce contexte n'est pas là, il est absent, par exemple lors des activités plurilingues où les élèves doivent compléter des tableaux et mettre des mots isolés en anglais, en français, en allemand, etc. Et puis, donc, Corinne a parlé des mobilisations du côté numérique, du côté langue. Qu'est-ce qui entre en jeu lorsque l'élève fait un exercice? Ce sont ses savoir-faire. Est-ce que je suis capable de comprendre à l'oral, à l'écrit, ce que je vois, ce que j'entends? Est-ce que je peux produire à l'oral, à l'écrit, mais aussi ses savoir-être? Est-ce que j'amène une attitude positive, négative, neutre par rapport à l'apprentissage en général et par rapport à l'allemand? Aussi les représentations des élèves de la langue, est-ce que c'est une langue facile, difficile, familière ou pas, les savoirs métalinguistiques, les savoirs sur la grammaire, le vocabulaire, l'orthographe, etc., mais aussi des stratégies lorsque je ne comprends pas, est-ce que je peux me débrouiller autrement, par exemple, consulter un glossaire, demander à mes parents, aller chercher sur Internet, etc. Et puis aussi les ressources langagières que les élèves ont dans leur langue d'origine, en portugais, en espagnol, etc. Donc, selon le type d'exercice, il peut y avoir une mobilisation d'une multitude de savoirs, savoir-faire, savoir-être, ressources pour compléter la tâche. Alors, dans la classe, la plateforme peut être intégrée de différentes manières. Elle peut être imaginée en synchrone, direct, c'est-à-dire qu'elle est affichée sur le tableau numérique. Elle peut être également utilisée, et Siekanski en 2014 l'indique clairement, en asynchrone. À ce moment-là, l'enfant travaille à la maison sur la plateforme et à l'école, on travaille sur le résultat. Et puis, Siekanski mentionne également le même temps, autre temps, donc c'est ce que je viens de vous dire, mais le même lieu, autre lieu, à savoir en classe, à la maison. Donc, les 2 objets peuvent être travaillés grâce à cette plateforme. Ensuite, le suivi de l'élève peut également être effectué par l'enseignant via la plateforme. Il est un peu limité, on vous en parlera un peu plus avant. Et puis, on a également une mise en place d'interactivité et de personnalisation du suivi, mais pas aussi présent que ce que l'on pourrait faire en classe. D'où l'importance également de mobiliser cette plateforme
dans la classe même, en synchrone, afin de permettre une personnalisation et une interactivité entre les élèves ou entre l'enseignant et les élèves, lors de l'utilisation du tableau interactif ou du beamer, si on a un beamer. La pédagogie de projet collaboratif est un élément primordial dans la scénarisation par l'enseignant s'il veut utiliser cette plateforme en asynchrone et hors de la classe, parce que ça va lui permettre d'anticiper les exercices en ligne et puis dans la classe de mettre en commun les résultats de ces exercices ainsi que de faire réfléchir les élèves sur leur stratégie de résolution du problème. Donc il faut bien penser cette plateforme en l'intégrant plutôt dans un projet que dans un exercice unique. Et puis, la plateforme invite à un travail en classe pour deux raisons. Principalement, la première, c'est que les consignes sont données exclusivement en langue cible. Et lorsque l'élève est seul face à la plateforme, ces consignes peuvent être plus ou moins compréhensibles pour lui si elles n'ont pas été explicitées, le cas échéant modifiées, simplifiées et donc comprises en classe. Il y a un risque pour l'élève de jouer sur la plateforme sans comprendre, sans apprendre. Donc, cela peut éventuellement créer ce que Tobola Kushpa disait en 2017, un empêchement didactique ou un obstacle didactique. Et puis, la deuxième raison, c'est que l'un des principes de la plateforme, c'est la différenciation. Donc, l'enseignant peut proposer un travail individualisé selon les besoins de l'élève. Par exemple, pour les élèves en facilité, il y a des énigmes à résoudre qui incitent à des réflexions logiques, à faire des calculs en maths, à verbaliser des choses en langue cible. Ou bien, par exemple, il y a des textes à trous à compléter, mais qui sont légèrement modifiés par rapport à l'enregistrement oral qui les accompagne. Et donc, l'élève est obligé de comprendre les deux supports pour pouvoir faire l'activité. Et puis, pour les élèves en difficulté, les élèves peuvent cliquer sur une ampoule, un signe d'une ampoule, puis ils reçoivent de l'aide sous forme d'indices, d'images, ou bien directement des réponses qui sont données, mais par exemple, les mots sont mélangés, etc. Et on voit que la plateforme joue sur le côté contenu et type d'exercice. On peut avoir le contenu du type sensibiliser les élèves à la grammaire et donc on va regarder quel type d'exercice s'y prête et dans ce cas-là, comme la grammaire n'est pas si importante, en tout cas pas au début d'apprentissage, la plateforme va proposer peut-être un exercice qui est plus facile à faire comme un exercice à choix multiple. Alors, on va vous présenter maintenant les potentialités. Une partie, on vous les a déjà mentionnées. Donc, il y a la disponibilité temporelle et spatiale qui est étendue. Et puis, il y a également une délocalisation des apprentissages avec un temps d'apprentissage en différé. Ce sont deux éléments que le numérique ici amène de manière assez prégnante et qu'il faut absolument que l'enseignant s'en saisisse et le scénarise. L'enfant ne peut pas gérer ces aspects-là seul. Ensuite, toujours grâce à la plateforme et grâce à la manière dont elle est conçue, il y a la mise en place d'une progression à leur rythme et selon leur niveau. Et Slavka vient juste de vous le mentionner avec les types d'exercices. Je ne sais pas, Slavka, tu veux encore ajouter quelque chose à ce propos? Pas au niveau de la différenciation, non. Et puis, il y a une liberté de choix dans la navigation au niveau du choix des exercices. Donc, de nouveau, la scénarisation pédagogique de l'enseignant est très importante parce qu'en fait, l'enfant pourrait aller cliquer sur n'importe quel exercice sans savoir ce qu'il fait et la raison pour laquelle il le fait. Donc, c'est très, très important que l'enseignant prenne cette partie en charge. Il y a également au niveau potentialité l'aspect visuel. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a le canal auditif et le canal visuel. Et ici, l'aspect visuel apporté par la plateforme peut offrir des perspectives ludo-créatives plus ou moins avancées selon ce que l'on met en place. Et puis, et c'est de nouveau ce que le numérique permet, il y a un apprentissage par essai-erreur sans sanction. C'est illimité, l'enfant peut recommencer, il n'y a pas une bombe qui va lui exploser à la figure s'il fait 40 fois la même faute. Donc ça, c'est un élément qui peut être important. Mais en même temps, et on verra après, ça peut amener d'autres limites.
Et au niveau des compétences langagières développées, ça dépend des années. En tout cas, les premières 2 années, le potentiel d'apprentissage se situe au niveau du lexique, compréhension du lexique. Donc, les élèves sont encouragés à montrer ce qu'ils comprennent par le cliquage sur la plateforme. Et les 2 dernières années, c'est la production orale, savoir parler, s'exprimer qui va primer, et notamment l'aspect prononciation. Donc, les élèves vont répéter les phrases, les imiter, ils peuvent s'enregistrer, etc. Donc, le lexique et la phonologie qui priment, et les élèves sont sensibilisés à la grammaire et l'orthographe. Alors, les limites de la plateforme, vous en avez déjà, je pense, déduit certaines. Donc, comme Slavka vous disait, développement des compétences de communication limitées, parce qu'il n'y a pas le moyen de visioconférence pour que les élèves puissent discuter entre eux. Beaucoup de répétitivité des exercices qui peut amener une perte de motivation. Et là, le numérique, malheureusement, sur cette plateforme entraîne cet élément. Et puis, le niveau des élèves étant très varié, il est très difficile de juger de l'atteinte de ces objectifs. Il y a un manque de collaboration également au niveau synchrone ou asynchrone entre les pairs. Et puis, le suivi par l'enseignant étant difficile, les feedbacks complémentaires de la plateforme ne sont pas suffisants. Donc, il y a forcément un retour dans la classe, et de même pour la conservation des objets d'évaluation. Slavka, on passe directement aux perspectives de la formation. On peut. Alors, nous avons analysé ce que cette plateforme peut amener et ce que l'on devrait amener dans la formation initiale et la formation continue pour développer les compétences d'intégration chez l'enseignant cette fois-ci. Donc, on a quitté les enfants pour passer du côté de l'enseignant. Et on s'était dit, pourquoi pas imaginer des apports de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle pour faire un bain linguistique dans une immersion. Ça pourrait être un élément. On n'a pas testé, on n'a pas de recherche qui permettrait de tester ces apports. On a aussi l'autonomie des élèves soutenue par l'augmented reality ou la virtual reality. Ça pourrait être un apport, mais ça nécessiterait dans la formation initiale et la formation continue du matériel que les hautes écoles n'ont pour le moment pas toutes à disposition. Il y a l'apport de la littératie médiatique multimodale, ça c'est Lebrun qui le mentionne en 2013. Dans le sens où on peut utiliser différents médias, différents médiums. Et puis, il y a l'intégration des technologies dans le scénario de l'enseignant qui vont mettre en place cette plateforme au cœur de leur scénario. Et également un décentrage de l'apprentissage, c'est-à-dire que l'enfant pourrait mémoriser à la maison, apprendre le lexique à la maison et en classe, on pratique. On fait tout cet aspect de communication que l'on n'a pas pu mettre en place sur la plateforme. Et vous trouverez donc à la fin de notre Geniali les slides de nos références théoriques et bibliographiques. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation